Un zoom pour évoquer ces racialistes, décolonialistes, indigénistes, ceux qui veulent déconstruire la France. À mes côtés sur le plateau, Anne-Sophie Nogaret et Samy Biazoni. Bonjour à vous deux. Bonjour. Anne-Sophie Nogaret, vous êtes professeure de philosophie, auteur de l'ouvrage Du mammouth au Titanic, certainement un ouvrage sur l'éducation nationale, j'imagine. Oui. Samy Biazoni, diplômé de Normal Sup, professeur chargé de cours à l'ESSEC, et donc votre ouvrage écrit à deux mains, Français malgré eux, publié chez L'Artilleur avec une préface de Pascal Bruckner. Et donc, ce parti des indigènes de la République que vous évoquez largement dans cet ouvrage sont présupposés, je le cite en substance. La France est irréductiblement colonialiste, l'État français structurellement raciste et sa dette envers les descendants d'esclaves ou de colonisés inextinguible. Comment, Samy Biazoni, le discours indigéniste, cette racialisation à outrance, est-il devenu une idéologie ? Alors, déjà un petit point de détail. On ne traite pas uniquement du parti des indigènes de la République, c'est la face émergée de l'iceberg, j'ai envie de dire. C'est ce qui illustre bien le propos. Voilà, exactement. C'est le mouvement le plus connu autour de ces thèses. Mais en fait, ce que l'on essaye de montrer, c'est qu'il y a aujourd'hui une pensée raciale et racialisante très large dans la société française et qu'elle dépasse largement le cadre de pensée de ces mouvements-là. Maintenant, pour répondre à votre question sur les origines de cette pensée et la manière dont cette pensée a infusé le débat, il faut bien voir qu'on est ici dans un héritage d'un débat plus ancien qui est né sur le continent américain, qui est né sur un continent qui a vécu dans sa chair la question de l'esclavage, et qu'en fait, les débats qui ont eu lieu sur ce continent-là ont traversé l'Atlantique, se sont implantés en Europe et en France particulièrement, et leur transposition, ça a été de dire ce qui a été vrai sur la partition sociétale entre ceux qui ont été victimes de l'esclavage et les esclavagistes est aussi vrai entre ceux qui ont mené la colonisation et ceux qui ont été colonisés. Et en fait, cette pensée indigéniste, elle vise à définir les conditions d'existence d'une partie de notre population qui fait partie de la nation. Techniquement, c'est français malgré eux dont on parle, mais qui aurait des droits différents, ou en tout cas des traductions de droits différents, un statut un peu différent, pour reprendre la terminologie qui est employée, qui serait en position de subalterne, donc dominé par ceux qui ont autrefois été les colonisateurs. Anne-Sophie Nogaret, c'est cette fameuse French Theory qu'évoque Samy Biazoni. Oui, elle a participé, comme Samy l'analyse bien dans le livre, la French Theory par le déconstructionnisme, par cette critique exercée finalement sur les valeurs, sur le canon philosophique, surtout ce qui constituait le socle, par exemple académique au départ. Donc ce déconstructionnisme a effectivement favorisé, en tout cas donné des outils conceptuels, on va dire, à cette mouvance indigéniste. Pourquoi, 50 ans après les décolonisations, les Français sont encore aujourd'hui perçus comme des colonisateurs ? Alors en fait, les tenants de cette pensée racialisante considèrent qu'aujourd'hui, il y a une différence de statut, si ce n'est de nature, entre ceux qui sont les perdants quelque part du système contemporain, de la mondialisation, ceux chez qui le chômage est endémique, ceux chez qui il est difficile de s'intégrer à la communauté nationale, et ces personnes seraient les descendants de ceux qui ont été colonisés. Et donc, le postulat de cette pensée, c'est celui de dire, voilà, aujourd'hui, la raison qui explique cela, c'est une forme de racisme qui dérive directement de la permanence de la pensée coloniale dans nos structures intellectuelles, c'est-à-dire nos structures de représentation vis-à-vis des autres, et aussi nos structures institutionnelles. On tente à considérer que l'école, par exemple, va porter encore une forme de colonialité, c'est-à-dire va situer les gens a priori parce qu'ils viennent de tel ou tel pays, parce qu'ils sont issus de telle ou telle culture. Samy Biazoni, est-ce que l'entreprise coloniale est restée chère au cœur des Français après la décolonisation ?
Alors, ce qui est intéressant, et on en parle dans le livre, c'est que dès le départ, même l'entreprise de colonisation, ça a été quelque chose d'assez disjoint en fait entre le corps décidant et les populations. Ça a été beaucoup une volonté d'expansionnisme politique de la part des généraux, il fut un temps, et puis ensuite des politiques plus tard au cours du XXe siècle. Il y a toujours une forme de dissociation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'adhésion dans la société française, mais ça n'a jamais été fondamentalement quelque chose de décisif. Ce qui implique qu'à fortiori, lorsque la décolonisation a eu lieu, elle a eu beaucoup plus d'échos symboliques que d'échos réels dans le système politique et social français. Donc non, et c'est même un paradoxe aujourd'hui que de se retrouver à discuter de ce pseudo-héritage de la colonisation, puisque pour la grande majorité des Français, c'est un fait non pas secondaire, mais en tout cas révolu, passé, et sur lequel beaucoup ont tourné la page. Je le disais tout à l'heure, l'État français est jugé structurellement raciste par ses indigénistes. Sur quoi s'appuie-t-il pour affirmer une telle chose ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, sur le plan théorique, il y a ce présupposé qu'ils ont d'une espèce de racisme inhérent à la race blanche. Donc structurellement, l'homme blanc est raciste, et la preuve, il a colonisé, il a réduit en esclavage, etc. Donc il y a presque une essence de l'homme blanc. Après, au niveau, on va dire, concret, les deux arguments qu'il donne à chaque fois pour expliquer ce racisme d'État, c'est la ségrégation géographique. Donc le fait que les populations immigrées ont été ghettoisées, parquées dans des zones excentrées et effectivement à l'époque pratiquement pas desservies par les transports en commun. Et l'autre donnée concrète à laquelle il se réfère systématiquement, ce sont les contrôles aux faciès. De dire, voilà, regardez, dès qu'on est arabe, dès qu'on est noir, on est sans arrêt contrôlé. Donc il y a une discrimination de fait, puisqu'on ne contrôle pas l'identité de quelqu'un qui n'est ni arabe ni noir. Donc on est une population ciblée par l'État, puisque ce sont des policiers, une institution d'État qui nous contrôle. Quand vous disiez, Anne-Sophie Nogaret, voilà, l'homme blanc est raciste, il a colonisé, est-ce que ces gens, enfin, ces indigénistes se reportent un peu à l'histoire en voyant que aussi les populations arabes ont colonisé, elles aussi, ont mis en esclavage des populations africaines, subsahariennes ? Oui, mais... Face à la critique de leur système, comment ils réagissent ? Alors, ils réagissent en fait. Pour eux, c'est pareil. C'est autant l'homme blanc est structurellement raciste, autant les populations africaines au sens large, on va dire comprenant le Maghreb, sont structurellement dominées. Et il y a un facteur dont ils ne parlent pas, mais ils disent en fait, oui, la colonisation ottomane, c'était pas pareil. Et pourquoi c'était pas pareil ? Eh bien parce qu'il y avait l'islam en commun en fait. Et que donc là, c'était pas du même ordre que lorsque c'est le blanc qui n'est pas musulman qui a colonisé une partie de l'Afrique. Également sur cette critique de ce qu'ils expliquent, ces indigénistes, Sami Biazoni, comment est-ce qu'ils expliquent ces milliers de jeunes Algériens qui font des demandes de visa pour entrer en France alors que l'État est censé être raciste ? En fait, c'est une inversion de l'argumentation permanente. Là, en l'occurrence, ce qui est invoqué, l'explication qui est donnée, puisqu'effectivement, ils ont bien conscience de ce type de critique, c'est celui de dire vous nous avez mis par la colonisation dans un état de dépendance, en pillant nos ressources, en nous exploitant, et aussi de dépendance symbolique, c'est-à-dire en infusant ce sentiment chez les populations qui sont aujourd'hui dans l'Afrique du Nord et puis l'Afrique subsaharienne, ouais. Qu'elles sont inférieures, ou en tout cas toujours dépendantes quelque part de l'ancien colonisateur. Donc c'est voilà, une inversion de la rhétorique qui fait que très naturellement, certains sont tentés de l'Eldorado occidental. L'État a versé depuis les années 70 environ 100 milliards d'euros dans les banlieues, dans les politiques de la ville, les politiques publiques. Est-ce, selon vous, Anne-Sophie Nogaret, Sami Biazoni, le prix de la fin du modèle assimilationniste ? Alors, je dirais que c'est déjà le prix d'une très mauvaise gestion
urbanistique, globalement de la politique de la ville. C'est la signature de l'échec de la politique de la ville. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, force est de constater que c'est aussi très probablement le prix à payer pour avoir cessé de croire qu'on pouvait faire de la France un véritable creuset, qu'on pouvait faire corps, c'est-à-dire à partir d'éléments épars culturellement, originellement, de bâtir une nation commune. Et beaucoup des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui sont, et c'est ma conviction, les résultats directs de l'abandon de l'assimilationnisme ou de l'assimilation en France. Maintenant, il faut quand même voir que, indépendamment de ce sujet-là, tous les pays du monde ont peu ou prou ce type de difficulté, c'est-à-dire d'une part, celui de la question de l'intégration des populations qui viennent d'ailleurs, quels que soient les pays d'origine, la différence étant le temps et la possibilité in fine de réaliser cette intégration, en tout cas cette communion. Et d'autre part, le fait qu'il y a des différences sociales entre les individus et donc effectivement les moins fortunés étant toujours relégués topographiquement, c'est-à-dire dans la position dans la ville et dans le tissu géographique, dans des espaces qui sont moins privilégiés. Donc voilà, il y aura toujours de la dépense pour les politiques de banlieue, pour les politiques des moins favorisés. En revanche, en France, on atteint un extrême, notamment à cause de l'abandon du système assimilationniste. Oui, je voulais juste ajouter une chose, c'est que on a longtemps, et peut-être encore maintenant, considéré que le problème était exclusivement d'ordre économico-social. Donc effectivement, on pensait, j'imagine, résoudre les problèmes par une espèce de manne financière qui venait combler les inégalités. Je pense qu'on se rend compte maintenant que le problème n'est pas exclusivement économico-social. Et qu'il y a un motif culturel aussi qui est là, mais qui n'a pas été pris en compte, puisque C'est-à-dire ce motif culturel? Il y a un motif, ce sont des populations qui viennent de cultures très différentes des nôtres, donc avec un modèle qui relève plutôt du tribalisme. Comme ces territoires ont été effectivement, on a abandonné le modèle assimilationniste, donc on n'a pas forcément présenté dans les écoles, etc., de façon très ferme et très claire ce modèle-là. Du coup, est resté le modèle un peu tribal, clanique. Voilà, donc ça c'est un motif culturel qui est indéniable et qui joue. Ces indigénistes continuent à infuser, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, cette idéologie de l'opprimé perpétuel. Quelle voie ça leur ouvre à toutes ces populations jeunes et moins jeunes, d'être des perpétuelles victimes en fait? Alors en fait, dans la société contemporaine occidentale, c'est extrêmement confortable comme statut. D'une part parce que ça ouvre des droits. Il suffit de regarder le système américain de discrimination positive. Plus on se dit opprimé, plus on se dit dévalorisé, et plus on obtient, mais là je parle d'un point de vue très institutionnel, des passe-droits. On a, depuis le président Sarkozy, ouvert la boîte de Pandore de la question des droits différenciés des individus en France. On l'avait un peu oublié. Aujourd'hui, avec le président Macron, on voit bien, notamment dans la mission qui a été confiée au directeur des principales grandes écoles sur l'ouverture de cet établissement, ou plus récemment sur la réforme de l'ENA, qu'on est en train de revenir à cette pensée qui est de dire, puisque certains partent de plus loin, il va falloir les faire aller plus vite. Et donc, créer des régimes différenciés entre les individus. Ça, c'est le premier intérêt à la victimisation. La deuxième, c'est ce que Goffman appelle l'inversion du stigmate. C'est le fait de dire qu'en fait, en tant que victime, on a un droit à la rébellion. On a un droit même jusqu'à la violence. Il n'y a pas de pire violence dans la société que celle de la victime qui s'estime de plein droit pouvoir être effectuée. Et en fait, c'est un statut assez confortable, puisqu'on passe quand même beaucoup de choses à des comportements qui sont absolument limites et qui ne seraient pas tolérés à partir d'autres points de vue que celui des victimes. Oui, je voulais juste ajouter que ce n'est pas propre, ce discours victimaire est utilisé par les indigénistes, mais qui ne leur est pas propre. Les femmes, pareil, maintenant se considèrent comme des victimes intrinsèques de la domination masculine. Voilà l'apparition de ce terme féminicide.
Oui, voilà, enfin, il y a tout un vocable, effectivement, les féminicides qui participent de cette logique-là. Donc, cette logique victimaire, je dirais, elle dépasse le cas des indigénistes. Enfin, ils utilisent un levier, finalement, qui est très répandu, qui marche très bien pour tout un tas de populations, et ne serait-ce que moi je vois très bien au niveau des élèves, même lorsqu'ils ne peuvent se réclamer d'aucun groupe ou d'aucun autre d'opprimé, il y a un truc qui marche très bien et que je ne voyais pas du tout, mettons, il y a 15-20 ans, c'est je suis malade, voilà. Donc, ils arrivent en début d'année, voilà, alors j'ai telle et telle et telle pathologie, et voilà, et donc ils sont victimes de pathologies, alors, pas toujours très identifiées, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la logique victimaire, de toute façon, elle est ambiante, là, elle est... Un peu syndrome de persécution, quoi. Pas de persécution forcément, enfin dans le cas de ces élèves, non, mais voilà, ils sont faibles, ils sont vulnérables, ils sont malades, donc ils ne peuvent pas faire... Donc ils doivent bénéficier de conditions particulières liées à leur faiblesse, leur vulnérabilité. Comment vous expliquez que ces indigénistes soient seulement d'origine africaine ? Alors, effectivement, cela s'explique parce que déjà la transposition que j'expliquais au départ, historique, c'est celle de dire on passe des conditions d'esclavage aux conditions de la colonisation. La colonisation la plus proche de nous, c'est celle de l'Afrique. Maintenant, c'est bien évidemment pas la seule. C'est-à-dire qu'on a eu des faits de colonisation en Asie et on a des populations qui sont issues de ces faits de colonisation. On a un des témoins qui est professeur et qui est issu de la diaspora asiatique et qui explique très bien qu'il n'a jamais été éduqué dans la haine de l'ancien colonisateur et au contraire, il a été éduqué dans la gratitude, non pas vis-à-vis de la colonisation, bien sûr, dans un certain réalisme vis-à-vis de cette colonisation, mais en disant que cette page est tournée et qu'aujourd'hui, si je décide d'aller en France, j'adhère et je dois adhérer au pacte qui m'est proposé et que c'est là le moindre de mes devoirs. Et cette culture-là, elle n'est pas complètement partagée, puisque en Afrique, ou chez les personnes issues de ce continent-là, on a plutôt une culture de la fierté des origines, et donc cette culture vient primer, malheureusement, sur la nôtre, qui est devenue, au fil des ans, de plus en plus faible. Et je voulais juste ajouter aussi, le Parti des indigènes de la République a été créé donc par des gens d'origine algérienne. Rouya Boutelja, par exemple. Voilà, entre autres, Saïd Bouamama, enfin, et ce sont des gens qui, très clairement, dans leur discours, leur rhétorique, se réfèrent constamment à la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on va dire, le traumatisme de la guerre d'Algérie, de la colonisation algérienne, qui a joué. Sacralisation de la souffrance. Oui, puis revanche à souffrance. prendre, sentiment, honneur bafoué, revanche à prendre. Et puis référence aux héros de l'Algérie, aux héros arabes en permanence. Oui, c'est ça. C'est exactement la rhétorique du FLN finalement. Et il y a effectivement ce motif, le motif culturel dont a parlé Samy. Et il y a, on va dire, cette espèce de sous-motif, de facteur qui s'est greffé à ça, qui est donc le fait, l'origine algérienne des créateurs, des fondateurs du Parti des indigènes de la République. Vous évoquez aussi tous les deux dans votre ouvrage cette lutte des races qui a succédé à la lutte des classes. Est-ce que l'apparition de cette lutte des races relève également des thèses marxistes, relève, comme la lutte des classes, des mêmes thèses ? Alors, deux éléments de réponse. Historiquement, en fait, paradoxalement, c'est le marxisme qui a été le premier rempart face à la pensée racialiste. C'est-à-dire, on le raconte dans les largeurs, dans l'essai, dans la partie liminaire, mais pour le dire rapidement, il s'est trouvé qu'à partir des thèses des universités américaines dans les années 80, on a eu des tentatives de perfusion du débat français, mais l'université française était encore très marxiste. L'université des années 70, post-68, de 70 et 80. Et les marxistes y ont vu une tentative de déstabilisation, puisque la pensée dominante, c'était celle du prisme de la classe. Et ont vu dans la race une nouvelle catégorie qui pouvait supplanter la classe. Donc historiquement, les premiers éléments de temporisation face à l'arrivée de ces thèses-là, ça a été le marxisme. Progressivement, et là j'en viens au deuxième argument, on cite un extrait assez savoureux où une personne d'un auditoire lors d'une conférence dit à Rouya Boutelja, mais écoutez,
quelle convergence entre la classe, les pauvres et la race. Et elle balaye ça d'un revers de main en disant, de toute façon, les gens victimes de racisme congénitalement, ce sont les plus pauvres. Donc puisque ce sont les plus pauvres, la classe aussi entre dans notre schéma de pensée. Et tout ça, c'est la même chose. Mais ça ne va pas au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des catégories qui continuent à s'ignorer, tout simplement parce qu'ils revendiquent chacun le statut préférentiel de victime expiatoire du système contemporain. Je vais citer votre préfacier, je le disais tout à l'heure, Pascal Bruckner, voilà ce qu'il explique. En substance, les immigrés en provenance de nos anciennes colonies sont importés par le patronat et les pouvoirs publics pour être relégués à des tâches subalternes. Est-ce que c'est une vérité, selon vous, purement française ? Il me semble qu'en Europe, c'était à peu près la même chose. Enfin, les Turcs qui sont venus en Allemagne, oui, c'était en tant que main-d'œuvre importée par l'industrie. Voilà, donc il me semble que là... Est-ce qu'il y a des pays qui n'ont pas colonisé, qui ont eux aussi recours à une immigration de masse ou une immigration dans leur pays ? L'Allemagne, oui. En fait, je veux dire, c'est paradoxal avec ce qu'on reproche à la France. Vous importez, mais parce que vous avez été des colonisateurs, les Allemands importent aussi de la main-d'œuvre alors qu'ils n'ont pas colonisé. En fait, il y a deux éléments. Il est vrai, mais ça a été un moment particulier de l'histoire, qu'autour de la grande crise pétrolière, autour de ces années Giscard, on a importé, on a fait venir un certain nombre de personnes des anciennes colonies. Donc ça, c'est un lien historique. Mais à l'époque, ce n'était pas simplement de l'importation de l'exploitation. Ça a été aussi de dire, on vient permettre d'adhérer au miracle français, celui des 30 Glorieuses. Donc c'est pas simplement aussi simple que de dire qu'on a un schéma d'exploitation, même historiquement. Et ensuite, le phénomène a complètement évolué. C'est la thèse de Zemmour. Celle qu'on consiste à dire, en réalité, c'est pas du tout l'Occident néocolonial, c'est le capitalisme global, mondialisé, qui a besoin de main-d'œuvre, et tant qu'il a besoin de main-d'œuvre, il a besoin d'immigration. Il se trouve que dans les textes de l'Union européenne, c'est dit de manière explicite. C'est-à-dire que à la fois le besoin de main-d'œuvre et aussi le besoin démographique. On assume avoir besoin de populations qui ont une fertilité plus importante et une capacité à travailler ou à satisfaire un certain type d'emploi plus importante. Et donc, à ce titre-là, on assume un certain niveau d'immigration. Donc, c'est pas du fantasme, mais ça a changé. Et ça n'a plus rien à voir avec la question du colonialisme. C'est simplement le fait de pays qui sont devenus développés. Et pour preuve, et là je vais répondre directement à votre question, on a exactement le même phénomène en Chine. Et la Chine n'a pas colonisé tous les pays du sud-est asiatique. Et pourtant, la Chine fait venir massivement des personnes issues de Birmanie, par exemple, du Cambodge, de régions plus pauvres, parce qu'il y a simplement ce phénomène de substitution sociale qui fait que d'aucuns ne veulent plus faire les tâches les plus difficiles. Et pour cela, le système capitaliste a besoin, effectivement, de cette main-d'œuvre-là. Mais c'est un mouvement qui est amoral. C'est-à-dire qu'il dit simplement, j'offre la possibilité, je ne contrains personne à venir. Si certaines personnes estiment que leur statut serait plus enviable en venant travailler, je le tolère, voire cela m'arrange. Anne-Sophie Nogaret, je vais me tourner vers vous pour la dernière question. Vous êtes, je le rappelle, philosophe et je voudrais citer cette journaliste antiraciste, féministe que l'on voit beaucoup sur les plateaux de télévision, Rokhaya Diallo. Pour elle, la France blanche a vécu et ceux qui ne l'aiment pas peuvent la quitter. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Peut-être une forme de mauvaise foi. Alors, quand elle dit la France blanche a vécu, donc elle veut parler du fait que la France est désormais multiculturelle, hein, je pense que c'est ce qu'elle veut dire. Donc c'est une réalité, sauf que l'expression France blanche est déjà complètement idéologisée. C'est pas pareil de dire la France blanche a vécu et de dire la France est désormais métissée ou multiculturelle. C'est pas la même chose. Bon. Et ensuite, ceux qui ne sont pas contents peuvent la quitter, c'est ça, oui. Alors, pareil, le problème de l'expression France blanche, c'est qu'elle induit une certaine idéologie. Le problème, de mon point de vue, n'est pas le fait que la France soit métissée. Le problème, c'est davantage le multiculturalisme en réalité, c'est-à-dire que à quelle valeur adhèrent les nouveaux arrivants, enfin ou les descendants des nouveaux arrivants des années 60.
quel modèle veulent-ils? Est-ce que ce modèle est compatible avec le nôtre? C'est plus, le problème se situe plus à ce niveau-là qu'au niveau de la couleur de peau, de mon point de vue. Est-ce que vous ressentez pas quand même un appel un peu à la violence, voilà, à ceux qui ne sont pas contents, que vous soyez blanc ou d'une autre couleur, si vous n'aimez pas mon système, partez, quoi? Oui, c'est la mauvaise foi, indigéniste dans toute sa splendeur là. C'est de dire, elle inverse comment dire, comme le méchant français de souche qui est censé dire aux pauvres immigrés, voilà, si t'es pas content, rentre dans ton pays. En gros, c'est ça. Donc elle reprend ce discours-là à son compte en disant, voilà, maintenant c'est moi, l'indigéniste, qui suis chez moi. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas content. Vous, les nostalgiques de la France blanche, eh bien, partez. Donc voilà, c'est une espèce de discours de mauvaise foi absolue, sachant que si on se réfère à ce que eux appellent la blanchité, Rokhaya Diallo est blanche. Puisque là, elle fait clairement partie des dominants. Elle est sur les plateaux télé. Je pense qu'elle a un train de vie plutôt confortable. Enfin, elle ne fait pas partie des damnés de la terre ségrégés, non. Anne-Sophie Nogaret, Samy Biazoni, donc je rappelle le titre de votre ouvrage, Français malgré eux, racialistes, décolonialistes, indigénistes, ceux qui veulent déconstruire la France. Vous avez publié chez L'Artilleur. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de TV Liberté.